La table 1A, la table 1BA. Olivier est en conférence téléphonique. Donc Valérie et Olivier, à vous de vous appuyer sur les témoins hallucinants. Si vous en avez. À vous deux. Ça y est. Non, mais c'est la voix qui compte. Ok, alors je démarre. Le sujet, c'était la crise, comment je m'y prépare. Donc on va parler à deux voix et en fait on retrouve globalement les mêmes idées avec des compléments, donc c'est intéressant. Donc on va d'abord démarrer sur la crise, de quoi parle-t-on finalement. J'ai beaucoup entendu arrêtons de parler de crise. C'est plus adapté. On est dans un modèle économique différent depuis 10 ans. L'environnement est mouvant, de plus en plus rapide au niveau des cycles. Et si je suis en crise, c'est que l'entreprise ne s'adapte pas. Donc comment vivre un état de changement permanent, puisque ça devient inhérent à la vie de l'entreprise. Je passe. Oui. Alors, au-delà de cette crise qui n'existe pas, qui existe autant dans les situations de croissance que de décroissance, par les bouleversements qu'elle impose, la première réflexion partagée par l'ensemble du groupe, ça a été de dire cette information ou cette perception que j'ai d'une crise qui arrive, comment je partage cette information-là avec ceux qui sont autour de moi, c'est-à-dire mes salariés, sans prendre le risque de les perdre. Parce que donner de l'information négative, c'est créer aussi une anxiété, un climat anxiogène qui peut encourager les démotivations ou les mobilités externes. Donc première chose, c'est comment je distille l'information juste nécessaire, ni trop ni trop peu, vis-à-vis de mes équipes. Et derrière, comment je les implique dans les décisions à risque qui doivent être prises dans ce genre de situation. Voilà, donc ça, c'était le premier thème. La gestion de l'information, de cette occurrence de la crise en tant que phénomène naturel, chouette un problème, disait Pascal, on va avoir des choses à résoudre ensemble. Voilà. Valérie, tiens bien ton micro sous ton menton, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Comment je m'y prépare? Donc plusieurs thèmes. Déjà la notion d'agilité qui est revenue souvent, donc on va dire un peu en transversal. Il y a cette notion d'écoute permanente, de veille permanente du marché. Il y a la notion aussi d'élargir sa vision des risques, avec un exemple de gestion des risques, ISO 9001 vers 2015. J'ai éventuellement des témoignages. Théo Plus, micromécanique. Patrick, Alors, je ne connais pas bien. alors attends, je t'arrive un peu. On va faire témoigner selon les sujets. On est riche en micro. Vas-y Jean-Pierre. Juste l'information que je donnais en plus par rapport à cette démarche d'analyse de mise en place de l'ISO, c'est que ça nous fait appréhender des problèmes qui vont au-delà de la relation client-fournisseur et entreprise, et s'intéresser justement à l'ensemble des parties intéressées, que sont entre autres les administrations, toutes les administrations, mais aussi nos équipes, notre personnel qui lui aussi évolue. Le personnel, c'est une partie très intéressante qu'il faut effectivement adapter à l'entreprise, mais l'entreprise doit également s'adapter à l'évolution du personnel, ses valeurs au travail, son rapport au travail, son envie d'évoluer ou pas. C'est une composante qu'il faut
impérativement intégré. Merci. Merci Jean-Pierre. Je rebondis sur le sujet parce qu'il y a une deuxième thématique sur le management aussi qui est énormément revenue. C'est, comme le disait aussi Olivier, c'est expliquer les puissances impliquées. Là, j'ai des exemples d'entreprises, donc micro-mécanique, Léo Plus à nouveau, modulation des horaires, groupe autonome. Oui, donc par rapport effectivement à cette agilité nécessaire, compte tenu effectivement que pour nous la crise n'existe pas, en fait on est en permanence avec des hauts et des bas, et donc du coup ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en application dans l'entreprise un accord de branche signé par lui qui permet à l'entreprise de travailler soit 24 heures par semaine, enfin à minima, en modulation basse, soit 42 heures. Au début, ça a été un petit peu difficile à faire comprendre ça aux salariés, mais maintenant, ils ont compris que c'était la condition nécessaire pour pouvoir apporter le service qu'attendent nos clients, notamment en termes de respect des délais. Donc, cette modulation horaire m'a permis, moi, de pouvoir m'adapter à la demande qui, effectivement, est très fluctuante actuellement par rapport à nos clients. Merci Patrick. Alors, dans la série des témoignages, alors là, on est avec le témoignage de Patrick sur... au-delà du management des choses, comment je conduis l'action. Donc là, il évoque la notion d'organisation et de temps de travail. C'est pas le seul levier, on en a identifié plein, hein, mais c'est les leviers classiques que vous avez dans les mains, qui sont ceux de l'investissement dans l'outil de production, ceux dans le management des hommes et des équipes, ceux du financement, voire de la petite mise de réserve, comme le disait Jean Castillon tout à l'heure, une petite poire pour la soif pour traverser les tempêtes. Je ne sais pas si Jean, tu veux rajouter un commentaire là-dessus, enfin ça se comprend assez facilement. Encore faut-il avoir les marges qui sont suffisantes pour le faire, d'où évidemment travailler sur la productivité, la performance industrielle. Et puis bien entendu, toutes les démarches dites de diversification produit, diversification marché, innovation permanente et gestion des projets innovants dans l'entreprise qui désignent des compétences nouvelles. Mais le témoignage, peut-être celui de l'intéressement, intéressant aussi, c'était Pierre Robert qui avait évoqué cette question, de se dire voilà, si je veux permettre à mes salariés d'accepter les aléas du conjoncturel, comment je fidélise? Je n'ai pas encore d'expérience à partager, c'est juste quelque chose que j'envisage de mettre en place. Mais l'idée étant effectivement, dans une période où on peut espérer avoir un certain résultat d'exploitation, plutôt que de faire une augmentation un peu plus généreuse des salaires, mettre en place un intéressement pour que si la conjoncture se retourne, la masse salariale puisse à nouveau diminuer, ce qui n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'autre chose que l'intéressement. Merci Pierre. Olivier a parlé du levier financier, diversification des marchés, resserrer les liens aussi avec les clients. J'ai vu un exemple. Et puis, pour rester sur le thème du management, ce qui est ressorti aussi assez fortement, c'est de dire ayons un management qui boucle parfaitement. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de partager l'information et l'anticipation d'une crise à venir, ce n'est pas le tout de partager une vision du futur, une stratégie, voire un certain nombre d'actions conduites. Il faut aussi être capable de célébrer les petits pas et de dire, de boucler complètement la boucle, dire voilà, on a eu à gérer cette situation, on a mis en œuvre un certain nombre d'actions, on en mesure aujourd'hui les résultats et on les partage. Donc quelque part, c'est le cercle vertueux, quelque part, du management de la crise permanente dont il était question autour de cette table. Est-ce que quelqu'un souhaite faire un témoignage, ajouter quelque chose? Ou poser une question. Ou poser une question. Pose une question ouverte.
s'il y a une ouverture sur le futur et sur une action possible du CDM qui a été évoquée autour de la table, à un moment donné, c'est de dire anticiper les choses, ça veut dire aussi se mettre dans la situation de gérer par des crash tests ce que pourraient être les conséquences d'une ou de plusieurs crises. Comment je modélise et j'envisage les conséquences d'une crise. Ça, c'est possible, envisageable à l'échelle individuelle, mais est-ce qu'il n'y a pas là un sujet de travail collectif pour un CDM que de dire, voilà, comment peut-on partager ensemble je dirais, la réalité virtuelle, quelque part, d'une crise qui va venir, comment on peut ensemble simuler les conséquences d'une crise et son impact sur l'entreprise. Voilà. Explorons potentiellement le crash test. Voilà, crash test version CDM. Hein. C'est un sujet, à mon avis, intéressant. Donc, ok, merci Valérie, merci Olivier. Voilà. Table 2, bravo à toi. Mélanie, Stéphanie. C'est beaucoup plus coloré chez vous. C'est les filles. C'est les filles. Alors, oui, c'est moi qui commence. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Alors, nous, c'était la table comment faire de la pénurie des matières premières, dont l'énergie et les lieux de compétitivité. Tout de suite, on a séparé matières premières et énergie. Ça a convenu à peu près aux 3 groupes qui sont passés. Tout ce qui est énergie, on a regardé comment optimiser la consommation d'énergie. Ce qui est ressorti, c'était soit sur le bâtiment, soit sur le process. Très vite, certains ont parlé c'était pertinent peut-être de faire des audits énergétiques. D'autres ont dit que sur une usine existante, le ROI était trop long, et on a un témoignage je sais pas si on a après, qui peut être intéressant. Et des idées qui sont sorties aussi, c'est peut-être dans certains cas, à chaque fois qu'on a un investissement à faire, penser forcément à la consommation d'énergie, mais aussi dans certains cas, ne pas forcément faire l'investissement, mais faire une remise à niveau des machines et équipements dans l'usine. Oui, Monsieur Desmaux qui a vécu un audit énergétique, donc je laisse. Oui, donc effectivement, j'ai été confronté à une augmentation significative de ma consommation énergétique suite à des investissements machines. Et comme j'étais sollicité par les différents fournisseurs d'énergie avec des demandes, enfin des offres de réduction du kilowattheure, j'ai contacté mon fournisseur historique, en l'occurrence EDF, et je lui ai dit, écoutez, vous pouvez baisser le kilowattheure. Ils m'ont dit non. Par contre, votre problématique étant une problématique de consommation et de réduction, on peut vous proposer de réaliser un audit énergétique chez vous. Alors c'est quelque chose de payant. On a pu bénéficier d'un tarif préférentiel et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par, la qualité de l'audit qui a été effectué. Ils sont venus, ils ont positionné donc, des capteurs, des compteurs sur le parc machine, sur l'éclairage, sur le chauffage, sur tout un tas de choses. C'est resté pendant une semaine. Ensuite, il y a donc eu un rendu, à peu près au bout d'un mois et demi, sur les résultats. Et le rendu a duré pendant à peu près 4 heures. Ils ont exploré toutes les possibilités qui existaient. Et on a comptabilisé à peu près des possibilités d'économie d'énergie aux alentours de 10 000 euros. J'ai à peu près une facture de 60 000 euros par an. Avec un retour sur investissement inférieur à 1 an. Alors il y a des toutes petites choses, on se dit mais comment j'y ai pas pensé avant. Mais voilà, c'est ce côté pratico-pratique de cet audit, il est normatif en plus, et je dois dire que là, chapeau EDF, parfois j'ai tendance à leur tirer un peu dans les pattes, mais là, il faut connaître que le service a été à la hauteur, et avec pour l'entreprise des gains qui sont significatifs. Et une certaine personne aussi nous a précisé que EDF n'était pas le seul à faire ces audits. Donc c'est vrai que de partir d'un constat en disant je pourrais faire jouer la concurrence, on est arrivé pour vous à cet audit.
J'avais juste un autre témoignage, oui, sur ce, là c'est plus une idée, une opportunité, mais je trouve que sur une toiture, c'est bien. Non, vous mais j'ai pas de témoignage. Je l'ai trouvé intéressant de vous trouver. Oui. C'était sûr. En fait, on avait abordé le sujet mutualisation des moyens. Et il se trouve que moi j'ai un site avec 30 000 m² et plus de 45 000 m² de toiture à peu près. Et donc je suis au bord de la Loire et je sais que de l'autre côté de la Loire, il y avait, je crois que c'est des anciens abattoirs qui eux ont vendu leur toiture, qui ont été complètement rénovées pour installer des panneaux solaires. Et donc comme aujourd'hui moi j'ai une toiture en amiante, ça peut être aussi une opportunité dans mon cas à moi, mais c'était le cas aussi de l'autre côté de la Loire. Donc il y a peut-être des opportunités comme ça à mettre en place. Merci. Gagnant-gagnant. Donc l'idée de chaque thème, c'était la réflexion de chacun, c'était de faire que cette pénurie, on la transforme en opportunité. Et l'idée, c'était d'aller plus vite que les autres. Et donc là, pour l'énergie, il y avait ça, et aussi pour matières premières. Alors tout le monde n'est pas contraint de la même manière sur les matières premières. Certains, surtout la sous-traitance, c'est plus complexe. Des idées déjà faites d'indexer le prix de matières premières dans le prix de vente. Prix de vente indexé sur les matières premières, pardon, dans l'autre sens. D'essayer d'avoir des engagements moraux de ses clients quand il y a des gros volumes, d'anticiper les achats de matières premières, de diversifier ses fournisseurs, d'essayer de passer, alors c'est plus facile pour certaines matières que d'autres, matières premières de seconde vie, économie circulaire. Et là, on a donc un témoignage, Mélanie. Oui, donc de Mme Prudhomme sur, en tout cas, la fin de l'achat des matières premières cubées et sur une nouvelle stratégie d'achat qui finalement demande une réorganisation, qui demande un certain investissement qu'on va voir, mais qui a aussi beaucoup d'avantages à la fin. Tu peux te lever, Stéphane? Je vous demandais aux témoins de vous lever, c'est plus facile pour nos amis photographes. L'aspect que nous on avait, c'était pas notamment en matière de recyclage, on avait une double problématique de délai d'approvisionnement parce que c'était pour du plastique à métal détectable, sur lequel les délais sont très longs et du coup nous on est un petit peu aussi en lien avec l'intelligence collective et on a réfléchi ensemble avec les salariés en se disant trouvons peut-être d'autres moyens de produire pour être plus efficaces. Donc on a essayé de résoudre cette problématique-là. Donc on a modifié effectivement l'achat en fait en lopin, on a fait en cube pour pouvoir, parce qu'au départ on s'était dit que c'était la manière d'avoir le moins de gaspillage de matières premières. Et finalement on a réfléchi avec les équipes en optimisant la production, en achetant des blocs complets de matières premières, donc qu'on usine d'une façon différente. Et on a résolu une double problématique qui fait qu'on a effectivement un peu de stock, ce qui nous permet effectivement de lisser aussi la trésorerie, mais d'être plus réactif vis-à-vis des clients et de faire moins de gaspillage donc, sur la matière première en elle-même. Merci. Alors dans les deux ateliers aussi, il y a eu toute une réflexion qui là vient en amont sur l'innovation, la recherche, le développement, voire même la recherche et technologie, alors autour déjà de l'éco-conception. On entend éco-conception de manière à la fois écologique et économique pour finalement revoir les process. On a dit être éco-responsable, être éco-réaliste même, tout simplement. Donc ça, c'était en termes de conception de process. Et puis, il y a aussi, évidemment, sur la matière première, de se dire, aujourd'hui, est-ce que mon produit, à travers une matière, est-ce que cette matière peut être développée pour être optimisée, c'est-à-dire qu'avec moins de matière, on a autant de résistance, par exemple, ou alors on se dit, aujourd'hui, j'utilise une matière, est-ce qu'une autre pourra bientôt la remplacer
et où cette matière qui a avec des ressources plus limitées, on pourrait passer sur une matière qui en a moins. Et je crois que c'est tout, et tu as un témoignage. Hein. Alors j'en ai deux. Je ne sais pas si... Guillaume, tu avais parlé de peut-être développer une techno. Guillaume, il ne veut pas prendre la parole. C'était par rapport à... C'était pas du tout un témoignage, c'était plutôt une idée. Oui, tout à fait. Alors c'était quoi Que c'était il y a longtemps, développer une nouvelle techno, c'était soit pour maîtriser les risques, soit carrément oui, pour se c'était aussi positionner. c'était par rapport à c'était en réaction à l'idée une nouvelle technologie compliquée ou non, et c'était dans le fait d'appuyer, enfin mettre l'accent sur les métaux rares dans les nouvelles technologies, et ça peut avoir un effet accélérateur en fait, le développement des nouvelles technologies sur la raréfaction de certaines matières premières rares. Devenir un acteur incontournable, Ouais. et que tout le monde soit obligé de passer par toi, enfin par celui qui développe cette techno dans la chaîne de valeur. Je sais pas si... Et l'autre témoignage, Benoît, sur la mutualisation de machines. Ah oui. Il ne faut pas l'air surpris. Non, c'était une réflexion parce qu'on parlait du recyclage. Alors, c'est vrai qu'en métallurgie, on a des coupeaux, on a des trames de découpe laser. Puis on a aussi des grosses machines qui parfois on n'utilise pas ou très peu. Est-ce que ça vaut le coup d'immobiliser 4-5 tonnes de matière dans une machine qui sert 1 heure par jour, ou le voisin a la même, faut peut-être en mettre une dans la boucle de recyclage et puis s'arranger avec le voisin. Merci Benoît. Donc, voici les principales idées. Parmi les idées, enfin, à côté des idées et des témoignages, il y a eu aussi beaucoup de questionnements de la part des deux groupes. Et on a retenu le questionnement sur autour un peu de, on va dire, soit de l'impuissance ou en tout cas du statu quo, du fait que aujourd'hui le coût de l'énergie n'est pas encore assez élevé, et que dans beaucoup de logiques, c'est le prix qui mène dans les relations entre fournisseurs et donneurs d'ordre. Et puis que finalement, dans ce qui bouge souvent, c'est soit par le prix ou la réglementation, et qu'aujourd'hui la réglementation ne contraint pas encore assez. À côté de ça, la prise de conscience globale, elle n'est pas encore vraiment là. On sent que, on voit bien que la problématique est là, mais dans la réalité, rien ne se traduit vraiment dans les stratégies des structures. Donc de là, on s'est dit comment faire quand même limiter l'utilisation, la consommation des ressources, des matières premières, de l'énergie, puisse être quelque chose de bénéfique pour l'entreprise. On peut le voir déjà sur l'attractivité. Plusieurs personnes ont vraiment fait l'expérience que pour attirer des talents, pour attirer des jeunes, certains sont fortement sensibles, comme le disait Benoît ce matin dans sa synthèse, à l'environnement de l'entreprise, être dans une usine propre, une usine design, mais aussi une entité qui fait attention à l'écologie. Donc ça peut vraiment jouer dessus. Et puis certains ont parlé aussi de fédérer les hommes autour d'un projet. Ça c'est assez motivant. Un projet qui permet de diminuer sa pollution et puis évidemment sa consommation des ressources. L'autre, ça rejoint les sociétales un peu, on a parlé du client, et soit de manière positive, soit de manière un peu moins. Côté positif, il y a eu, j'ai oublié votre nom, enfin ton nom, la déconstituée, sur les passé, oui c'est lui. Sur le service. Oui, en fait, l'idée c'est effectivement
effectivement se dire on est très sensible au prix de la matière première, de la réfraction, parce qu'on a un modèle purement fournisseur de produits. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de déporter une partie du modèle économique vers la fourniture de services. C'est ça le principe. Donc avec d'autres aussi possibilités, je reviendrai sur peut-être un autre sujet, de pouvoir suivre un petit peu le cycle de vie du produit, pour l'utilisation, pour les clients, ce qui permet d'en retirer aussi du savoir, des connaissances qui vont permettre de minimiser la quantité de matière, ensuite de faire évoluer le produit. Ça va un peu dans le bon sens. Merci. Et puis le côté, alors, pas négatif, mais réaliste, un petit peu sur le comportement client, tu avais un témoignage, Nicolas. Nicolas. Oui, alors, c'était une forme de témoignage où ben voilà, parfois on a des réactions de nos clients qui, dans le doute, dans un doute qualité, même si on arrive à le rassurer sur le fait que la conformité est là, dans le doute parce qu'il y a une perte de traçabilité, on préfère jeter des wagons de pièces, et j'ai vu ça chez un de nos clients, où son client lui-même lui avait demandé de jeter 500 000 pièces à la poubelle parce qu'il y avait une potentielle perte de traçabilité. Et voilà, je trouvais que en termes d'impact de matières premières, écologiques, etc., voilà, c'était absolument pas pris en considération. Voilà. En effet, oui, nous, dans un des groupes, il a été question de dérogation. Et on se demandait si l'avenir, c'était que les dérogations, parce qu'il y avait un manque de conformité sur la pièce, pouvaient être plus prises en compte de manière globale. Alors, est-ce que ça peut être par une réglementation ou autre, pour qu'on arrête finalement que les dérogations soient plus appelées dérogations, mais peut-être, je me dis, optimisation de la matière déjà engagée. Ça pourrait être aussi ce type de comportement global. Voilà. Merci Mélanie, Stéphanie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Peut-être profiter de l'occasion que tu as le micro, Stéphanie, pour dire qu'il y a des choses qui sont en train de se tramer et qui vont se mettre en place assez rapidement sur la problématique énergétique. Tout à fait. On a, avec les partenaires CCI, mais aussi 44, on a lancé un programme en fait, pour aider les entreprises à faire un audit d'efficacité énergétique selon la norme, comme tu expliquais tout à l'heure. On a réussi à obtenir des financements de la région et de l'ADEME pour que ça coûte moins cher. C'est le setting là-dedans a un apport d'expertise sur les process plus que sur les bâtiments. Donc on s'aide des partenaires régionaux comme une plateforme, une PRI qui s'appelle Horace, et puis d'autres consultants, EDF, je dirais, pour faire les audits. Donc c'est sur 3 ans, on va faire 3 groupes avec des accompagnements individuels et des ateliers collectifs aussi pour de l'échange. C'est quand même, on a l'ADN du CDM, une copie de tout ce qu'on fait. Une copie maintenant, je ne sais pas, on a 50 ans quand même, pas pour moi. Ça démarre là. Je pourrais vous faire passer la plaquette de l'action collective qui s'appelle Efficacité énergétique, Loire Énergie, c'est comme ça qu'on l'appelle, la Loire. C'est dans un parcours qui a été initié par la CCI de sensibilisation à cette efficacité énergétique dans les entreprises qui s'appelle PEPS. Donc, des besoins, des questions, n'hésitez pas. J'en ai déjà noté un. Première demande, voilà. Hein, vous savez, voilà, vers qui vous orientez. Vous avez Aurore dans la salle et puis Stéphanie qui sont à votre disposition. Olivier fait effectivement les PME. Quoi. Une action collective région Pays de la Loire. Et du coup financé par la région et l'ADEME et plutôt pour les PME. Mais tu peux avoir l'audit EDF. C'est bien aussi, mais pas subventionné. Merci à toutes les deux. Le dernier groupe, Sébastien Christelle. Notre sujet, c'était comment réduire les distances entre l'entreprise et ses parties prenantes au travers des outils numériques.
Donc on a structuré nos échanges sur la base finalement d'une question clé autour de ce thème-là, qui était comment créer et garder le contact. Ouais, tu as raison Christelle, effectivement. Quand on a fait la synthèse à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait deux approches assez différentes du sujet, qui en fait sont assez, je pense, très complémentaires, parce que de toute manière, ça a été structuré en pas mal de séquences, donc du coup, Champry intervient au fur et à mesure pour consolider ou au contraire compléter ce que je vais dire. C'est peut-être aussi lié au fait que c'est la première fois que je fais ce type d'animation, donc du coup, probablement... Bon, si je peux compléter d'emblée, en fait, la question, il y avait entre parenthèses des précisions sur ce qu'était l'environnement d'entreprise. Et donc, en fait, on est parti sur l'environnement d'entreprise, et nous, on est parti en fait sur qu'est-ce qu'on entendait derrière la distance. Donc en fait, c'est comme ça que sont nées les deux approches, en fait. Mais c'est intéressant. Donc la question effectivement centrale, c'est comment créer et garder le contact dans un mode où il y a des modes de communication qui changent, ça va de plus en plus vite, et il y a un enjeu d'anticipation pour les entreprises. Ça, c'est les grandes questions finalement, en tout cas les éléments de contexte. Derrière ce thème-là, comment on crée et on garde le contact, derrière se pose la question des communautés finalement. Il faut être en mesure de garder ou de créer. Ces communautés, elles sont de trois natures. Il y a la communauté de l'entreprise, intramuros, entre guillemets, la communauté des salariés. Il y a une communauté que ici j'ai qualifiée en fait de business, mais en fait c'est plus la relation entre l'entreprise, ses clients, ses fournisseurs dans une logique de business et de développement de valeur ajoutée. Et puis derrière, il y a une dernière conception de communauté qui est celle de l'entreprise dans son écosystème étendu, élargi. Qui faisait partie de la question d'ailleurs, territoire, banque, etc., concurrents, compétiteurs, comment on développe et on garde le contact. Alors une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on s'est dit dans le champ de la communauté entreprise? Alors il y a un enjeu qui est clé, c'est le développement de l'interactivité dans la communication, qui est lié au changement des modes de communication que j'évoquais, et qu'il faut être capable effectivement de développer au sein de l'entreprise. Ça passe par une logique de développement de la participation des employés dans la communication, qu'ils soient partie prenante, et qu'on sorte d'une communication en mode descendant, top-down, assez siloté, très contrôlé, régulé, et qu'on mette en place des outils de communication qui aident justement à partager certains sujets au sein de l'entreprise. Je peux juste rajouter, effectivement, nous on a effectivement ce champ qui a été mis en avant, avec surtout l'utilisation des réseaux sociaux, qui peuvent être effectivement un outil intéressant pour l'intégration de nouveaux entrants ou pour le partage d'informations, avec une nuance quand même qui a été apportée, dire attention aussi au risque peut-être de créer de l'éloignement. On a plusieurs exemples effectivement dans le groupe d'entreprises, de témoignages d'entreprises qui ont développé ce type de réseau social. Et en particulier une solution qui est le réseau social Yammer, qui est la suite native entre guillemets de l'offre native de Microsoft Office en fait, qui permet ça, mais également d'autres solutions au travers de dispositifs comme Steeple ou autres. Donc il y a déjà concrètement aujourd'hui dans les entreprises des instances de ce type-là. Peut-être qu'on peut d'ailleurs leur donner la parole. Qui a été cité. Alors, si tu veux proposer un témoignage. Ouais, éventuellement, on peut proposer un témoignage à la personne. Alors, malheureusement, j'ai pas noté le nom, mais c'est vu, je crois, sur la suite Yammer. Oui. Allô, oui. Non, ça marche pas. Si, ça fonctionne. Normalement, oui. Alors, on va faire un essai. Vive la technique. J'ai pas la voix qui fonctionne. On n'est pas parti en merde. Il ne marche plus. Je vais parler fort, si vous voulez. Oui, donc on a effectivement, on utilise maintenant depuis environ 18 mois le réseau social, je ne sais pas comment tu appelles ça, le logiciel en fait qui est basé sur le cloud Yammer. Et on a qu'à s'en féliciter aujourd'hui. On a commencé tout bêtement pour remplacer notre intranet.
en communication, avec la possibilité d'avoir des commentaires de la part de nos salariés. Et puis on a continué à développer, par exemple pour le nouveau projet, pour que nos salariés aussi puissent remonter leurs commentaires, comme probablement vous devez aussi en avoir parfois quand un équipement a été mis en place et ils n'ont pas eu leur mot à dire. Donc on est pas mal de monde, de gens qui travaillent en 5-8. Donc, et on déploie un peu plus chaque fois avec des nouveaux groupes qui se créent au niveau des ventes par exemple, au niveau du développement. Là on est dans un groupe là aussi, donc il y a différents niveaux de communication. Et on est encore en phase, je peux dire, un peu d'expérimentation, mais on a plutôt à s'en réjouir. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement simple. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des réseaux style Facebook. Voilà, j'essaye même de m'en éloigner pour ne pas être trop pollué par ce genre de choses. Mais là, dans le cadre professionnel, c'est vraiment un outil que je trouve extrêmement intéressant. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment s'y investir, parce que sinon, on a beaucoup de réticences et il faut que ce soit partagé par quand même le maximum de personnes pour que ça fonctionne bien. Voilà. Merci. Je vais juste rebondir avant de te passer la parole sur le mot groupe, hein, parce que moi ça avait été pointé aussi comme un élément vraiment intéressant du numérique, hein, et notamment des réseaux sociaux, c'est de permettre la communication entre guillemets de masse, ou en tout cas la communication à travers des groupes. Toujours dans la logique de communauté d'entreprise, on a aussi pointé des exemples d'utilisation d'outils numériques pour développer la formation, en fait, la transmission des compétences au sein des entreprises. Alors, il y a une solution qui a été déjà citée, et d'ailleurs on a dû se décrocher, qui est la solution là, de blocs visuels, en fait, de cellules visuelles qui permettent les échanges de compétences entre les personnes qualifiées, voire qui sont déjà plus dans l'entreprise, et les nouveaux opérateurs sur un poste de travail. On a également évoqué d'autres dispositifs, outils numériques, type réalité virtuelle et réalité augmentée, qui peuvent être utilisés à bon escient pour des principes de formation. On a évoqué également le système des MOOC, qui permettent de se connecter maintenant de façon assez indépendante de la distance ou du temps, avec des dispositifs de formation situés à l'autre bout de la planète pour venir effectivement monter en compétences sur un certain nombre de sujets. Nous, on a effectivement un pavé sur cette question de la gestion des connaissances, la gestion des compétences, où le numérique apparaît vraiment comme un outil intéressant, notamment l'aspect vidéo, hein, le côté SpeechMe, mais il y en a d'autres, hein, et puis le côté vraiment création de MOOC pour les formations. Peut-être, Nicolas, tu peux nous parler de... Alors, nous, on a, comme beaucoup d'entre vous, des difficultés à recruter chez nous, donc on souhaite pouvoir accueillir des gens qui sont en conversion et faire de la formation interne. Et on est en train de regarder la possibilité d'utiliser des supports vidéo où ça permet d'impliquer les gens qui transmettent leur savoir, où ils seraient filmés dans les tâches qu'ils veulent transmettre. Et puis, j'ai été démarché, j'ai eu la présentation d'un logiciel, alors pour le moment on en est là, d'un logiciel qui s'appelle Picomto. C'est une entreprise qui est sur l'île et qui propose une solution mobile, c'est un logiciel qui s'installe sur un device mobile et qui permet de faire de la capture d'écran, des captures de vidéo et de faire un montage pour faire des modes opératoires interactifs un peu plus sympas qu'un document voilà, qu'on n'a pas toujours envie de lire, en tout cas que les populations dans l'atelier seraient peut-être plus réticents à lire. Et là, c'est vraiment voilà, ça donne un support vidéo et puis en plus, il permet d'être piloté en fonction des choix que vous faites. Vous pouvez aller dans telle branche ou telle branche de vidéo. Donc voilà, c'est une présentation logicielle que j'ai eue et que je trouve vraiment intéressante. J'ai partagé ça avant. Je vais juste rebondir sur le côté recrutement, parce que je crois que c'est ça qui t'a amené à cette réflexion. Comme le disait Marc Moreuil, l'utilisation des réseaux sociaux pour recruter peut être un vecteur assez intéressant. Marc, si tu veux en dire deux mots. Donc, de notre côté, on a monté une opération de détection de personnes sans emploi. Donc on a travaillé avec Pôle emploi, donc sur Fontenay-le-Comte. Le but c'était de recruter, mais pour former de nouveaux opérateurs. Et avec Pôle emploi pour mobiliser toutes les personnes qui étaient libres, on va dire, de toute occupation, au sens large. On a beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Et après on a donc suscité aussi l'utilisation de Facebook, de nos employés,
YouTube, à travers les films de l'entreprise, et puis aussi donc derrière le bouche à oreille et la communication visuelle à travers aussi des personnes qui étaient très dynamiques chez Pôle emploi. On a acheté des t-shirts, oui, je recrute, je forme, on les a portés, etc. Et finalement, à la journée, le jour J, on avait 150 personnes à la salle des fêtes de Saint-Thierry. On attendait 30, 40, 150 personnes sont arrivées. On a fait visiter l'entreprise à 80 personnes qui se sont montrées intéressées. Et aujourd'hui, on a 30 personnes en formation. AFPI, AFPA et Greta. Voilà. Mais on l'a fait d'abord avec l'utilisation des réseaux sociaux, en utilisant aussi, naturellement, les salariés. Donc, au-delà de la communauté de l'entreprise, interaction entre les différents salariés, logique de formation, de recrutement, le deuxième communauté qu'on a adressée, c'est la communauté plus liée au business, aux relations clients-fournisseurs en particulier, avec là un truc central autour de l'enjeu des nouveaux outils numériques, c'est la notion de conserver et garder, in fine, le lien avec le client. En particulier de la part d'entreprises qui sont sur des logiques de produits propres et qui peuvent voir de la part de nouveaux acteurs sur le marché, type Amazon ou autres similaires, des acteurs venir perturber le lien entre l'entreprise et son client final. Alors derrière cette logique de communauté et comment on garde le client, en fait, c'est la question de comment au-delà du produit qu'on vend, on va accéder à l'expérience utilisateur et on va se nourrir de cette expérience de l'usage du produit pour faire évoluer son offre. Et ça derrière, ça repose aussi sur l'intégration de technologies, d'outils numériques qui vont permettre, au travers du produit ou d'un service ou d'un développement logiciel ad hoc, établir un nouveau canal ou une nouvelle proposition de valeur vis-à-vis de son client, qui, elle, va être potentiellement plus durable et permettre à l'entreprise de se différencier au-delà de la simple vente du produit. Peut-être juste effectivement parler de ce pavé ici, qui est le numérique comme support des activités de service. Donc a beaucoup été cité notamment la maintenance et la gestion à distance. Donc là, et puis aussi le côté réalité augmentée. Justement, quand un opérateur va sur un site pour faire de la maintenance, c'est qu'il n'a pas forcément accès à son information. Donc peut-être plutôt que je le dise, Franck Agnier. Donc, oui, je partageais une expérience que j'ai eue dans une société précédente où j'avais des techniciens qui intervenaient partout dans le monde. Et donc, on mettait à leur disposition des lunettes et sur lesquelles ils voyaient en fait les schémas de câblage des appareils dans lesquels ils intervenaient. Donc, c'est des solutions de réalité augmentée. Et aujourd'hui, je m'intéresse pour remettre ce type de système sur les équipements que je fais actuellement. Oui, sur cette notion de réduire les distances entre le client et le fournisseur autour des enjeux de maintenance, on a également évoqué des sujets sur la prise de commande et de contrôle à distance de machines, permettant de faire à distance des opérations de caractérisation, de maintenance, d'adaptation. Et pour rebondir sur le sujet de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, je pense à un autre témoignage également qui a eu lieu dans le groupe, qui là n'était pas sur la relation entre le client et le fournisseur, enfin si, mais pas une fois le processus de vente accompli, c'est-à-dire pour soit maintenir, soit obtenir de la data sur l'usage du produit, mais même dans les phases de conception, autour justement des sujets de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Là, on a un témoignage, alors j'ai une mémoire visuelle absolument effroyable, donc je suis inquiet. Ouais, c'est ici. Oui, Louis Menanteau, donc effectivement, la réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'on utilise un petit peu, on commence à rentrer dedans. Les concepteurs et fabricants de machines spéciales, jusqu'à maintenant, on concevait nos machines sur écran, on faisait venir le client qui validait l'étude devant l'ordinateur et on lançait en fabrication. Là, on a franchi une étape, on a fait appel pour l'instant à un prestataire externe qui nous permet, nous met à disposition un cube dans lequel on a la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on chausse
Alors, on met des lunettes tout simplement et on vient dans un cube dans lequel on a effectivement toute la conception de la machine qui est retranscrite. Ce qui permet de voir, pour les opérateurs qui viennent directement dans ce cube, la hauteur de travail, comment sont positionnés les différents éléments, et de valider d'une autre manière, un peu plus poussée, la conception de nos machines et de nos lignes. Donc là, on a fait une première expérience, mais ce que je disais tout à l'heure à la table, c'est que c'est certainement quelque chose qu'on va standardiser, et dans quelques années, ce sera le standard de la profession, très certainement. Merci. Avec derrière des opportunités en plus d'enrichissement de cette virtualisation, voilà, parce que autour de la réalité virtuelle, on peut y ajouter du sensoriel, du poids, etc. Et il y a effectivement tout un parcours derrière qui peut se mettre en place. Ok. Le dernier point sur lequel je voulais insister dans cette approche business, c'est que dire qu'on va créer une communauté au niveau du business pour s'adapter finalement le plus possible aux besoins du client et enrichir la proposition de valeur, ça nécessite aussi que si cette communauté elle se met en place, l'entreprise soit capable de réagir à ce qui va remonter justement du terrain et des clients. Donc c'est pas uniquement établir le contact avec le client final, c'est être en capacité de transformer son offre, sa proposition de production, etc., pour qu'elle-même soit de plus en plus modulaire, flexible et réactive par rapport à ça, être en capacité de customiser aussi. Voilà, ça c'est des points qui sont importants. Enfin, c'est vraiment une transformation assez globale, quoi. Si je peux ajouter au-delà de cette capacité à faire évoluer son offre rapidement, il y a tout simplement le danger de l'instantanéité aussi qui est apparu. Et comment justement ne pas se laisser déborder par un flux d'informations, un flux général qui est augmenté à travers le numérique, parfois mal routé, donc de la surinformation. Avec le danger donc d'instantanéité, nous c'est via ce côté-là est intervenue l'intelligence artificielle en fait. Quelqu'un qui est parti sur les chatbots qui peuvent être un outil potentiel justement pour répondre de manière assez rapide à des questions basiques. Derrière, c'est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, oui, mais comment capter l'intelligence, comme le disait Marc. Donc Marc, je vais te laisser redire ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pour toi, la richesse de l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est quoi? Ce que je disais, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle, on en parle, mais avant cela, il y a des fondamentaux. Donc, la richesse d'une entreprise, et ce que je disais, c'est une valorisation d'entreprise. D'ici quelques années, ce sera sûrement ces data, ces données, ces connaissances, et on commence à parler de gestion de connaissances, de capitalisation des connaissances, de la structuration des connaissances dans l'entreprise. On est sous-traitant ou on fait des produits. Donc on a des métiers, il y a de la compétence, il y a du savoir-faire, comment on le structure et comment on capitalise. Et à partir de là, on pourra peut-être penser à l'intelligence artificielle, sachant qu'il peut y avoir des applications qui sont partielles ou bien, je dirais, cadrées. Mais globalement, nos entreprises, aujourd'hui, ce qui fera donc leur développement, c'est bien ce savoir-faire. Des machines, on peut tous en avoir. On a le problème de recrutement, certes. C'est pour ça que nous, on a été chercher dans les 9%. On parlait ce matin, pour intégrer des gens qui ont envie. Donc ça c'est un paramètre. Et puis derrière, il y a les marchés, mais l'information est clé. On parle de data, ça sera donc l'étape entre l'intelligence artificielle et aujourd'hui. Il y aura donc l'utilisation de ces data. Mais il faut les avoir. Ok, et du coup, la dernière typologie communautaire. Non, excuse-moi, parce que justement, en fait, ça me fait rebondir sur le côté humain. Parce que nous, il y a quand même ce pavé-là qui a été mis en avant, le côté humain, dans la relation avec vos clients. Le numérique, bien sûr, est présent, mais dans beaucoup de cas, il est quelque part imposé sur les plateformes des clients, justement, vous êtes forcé d'utiliser. Et votre marge de manœuvre se situe essentiellement sur la relation humaine. Donc ça a vraiment été mis en avant ici, sur ce thème. Je confirme, on a effectivement ça qui est ressorti également de notre côté comme une vraie grosse thématique transverse. Sur la dernière communauté, donc, qui est celle de l'écosystème élargi de l'entreprise,
Là, il y a deux principales choses qui sont sorties, puis là, je vais peut-être me permettre de faire un commentaire sur la filière électronique à ce moment-là. La base de compétences élargie, absolument essentielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un sujet donné, toutes les clés ne sont pas dans les mains d'une entreprise, mais la plupart du temps, il y a besoin d'aller chercher d'autres compétences complémentaires, et ça, les outils numériques peuvent aider à aller accéder à ces compétences complémentaires. Puis ça peut même aller jusqu'à des nouvelles formes de coopération au sein de filières existantes, voire de coopération entre concurrents directs, pour collectivement adresser les enjeux de transformation que Marc vient de citer autour de la digitalisation, de l'industrie du futur, de l'enjeu de la data. C'est quelque chose, nous, au niveau de la filière électronique, je fais juste une aparté de 30 secondes, qu'on est en train de mettre en place en région Pays de la Loire avec les principaux acteurs de la sous-traitance électronique, qui sont tous concurrents sur leur marché et qui, grosso modo, fournissent toutes des cartes électroniques assemblées. Donc c'est exactement le même métier, avec des activités de sous-traitance, donc une concurrence féroce sur tous les marchés, un marché qui est plutôt en contraction et pas en extension, en tout cas à l'échelle française. En revanche, ils doivent tous muter justement vers cette logique de flexibilisation de leurs outils, de leurs machines, de connectivité, de gestion de la data, de rapidité et proximité avec leurs clients et avec leurs fournisseurs. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est justement un dispositif pour qu'ils y aillent ensemble et qu'ils prennent de l'avance collectivement par rapport à une concurrence qui potentiellement est en Asie, potentiellement est aux États-Unis, mais qui n'est pas finalement celle qui est juste à côté de chez eux. Ça, c'est un truc qu'on fait dans le cadre d'Omi Network, le cluster que je dirige, et qui logiquement devrait être annoncé d'ici la fin de l'année. Voilà, juste pour dire que c'est pas uniquement une vue de l'esprit, c'est vraiment très, très concret aujourd'hui. Et les derniers points, c'est des considérations de questionnement en fait autour de toute cette évolution-là qui sont assez transverses, que je partage avec vous. Donc la question c'est ces choses-là, ces communautés, est-ce que c'est transposable à tout type d'entreprise? Parce que les outils numériques, il faut pouvoir se les approprier. Il y a des pyramides des âges, il y a des tailles d'entreprise qui sont très différentes. Donc est-ce que finalement ça convient à tout le monde? La deuxième sujet, c'est qu'on parle beaucoup d'ouverture, voilà, de communication qui vient de tous les canaux. Il y a un afflux de données, effectivement. Comment on fait le tri? Comment on régule ces communautés? Parce qu'on en parle de sujets qui sont publics, potentiellement un peu complexes, parce que ça touche la notoriété des boîtes, ça touche la manière dont ça fonctionne à l'intérieur de l'entreprise. Donc, quelque part, comment ça s'autorégule ou ça se régule tout court? Le risque associé. Le sujet de la standardisation, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, comment on fait les choix. Moi je suis sous-traitant, j'ai 15 clients, chacun va me demander sa solution pour interagir avec lui, comment je gère cette diversité-là. Le filtrage, le contrôle, l'équilibre effectivement entre l'homme et le digital. Il ne faudrait pas que les communications digitalisées coupent le flux de communication directe qu'il y a et qui est important dans les entreprises. Et puis derrière, des enjeux aussi autour de la confidentialité, de la sécurité de ces échanges, liés à l'introduction massive de nouveaux outils numériques qui sont des outils, voilà, et c'est pas la finalité en soi, la finalité c'est voilà, qu'est-ce que ça nous permet de faire derrière. Voilà. Moi je pense qu'on a à peu près tout passé en revue, et il y a juste le côté géographique qu'on n'a pas réellement abordé. Ce qu'il faut voir, c'est que le numérique c'est aussi un formidable outil pour se développer en faisant fi des barrières géographiques. Donc ça a été mentionné notamment avec la visio, qui est un outil simple à mettre en œuvre et très efficace. Merci à tous les deux. Donc merci aux 7 animateurs, donc Sébastien, Christelle, Aurore, Mélanie, Stéphanie, Valérie et Olivier. Je vous cherche les uns les autres, je ne vous vois pas dans la masse. Donc merci à chacun d'entre vous d'avoir animé ces tables. On va passer à la séquence à suivre, donc on va reprendre une séance un peu plus descendante, puisque c'est Benoît qui va... On fait un débat? Regardez dans le mot du jour, ça fait plaisir. Du débat. On supporte la vie débat. C'était l'ancien support. Non, après on peut débattre. Je pense qu'à chacune des questions, on a demandé effectivement s'il y avait des questions. Ceci dit, des remarques, il faut quand même effectivement les faire. Au contraire, profitons d'être ensemble pour le faire. Donc voilà, s'il y a des questions, des réactions
qui vous hante? L'idée, Christophe. l'idée, c'est de capter un peu les idées pour en faire un plan d'action procédé. Alors, le sujet du numérique m'a particulièrement intéressé. Il y a énormément de possibilités, que ce soit sur les machines, que ce soit sur les produits, que ce soit sur la relation avec son personnel, que ce soit sur la relation avec ses clients, que ce soit sur la relation avec son environnement. Il y a effectivement des possibilités énormes, mais il faut gérer l'information. Et je rebondis sur un commentaire que tu as fait Benoît tout à l'heure. Il y a des banquiers qui commencent à se dire que si vous n'êtes pas en route sur votre stratégie numérique, alors on pourrait douter de votre entreprise. Donc moi, ma question c'est, il y a beaucoup de littérature, les documents de l'industrie 4.0, il y a plein de trucs. Est-ce que, de la même façon qu'il y a eu des livres qui permettent de se mettre à la norme ISO par une série de questions, est-ce que certains d'entre vous ont identifié un bouquin qui permet de se poser correctement la question dans le bon sens, pour prendre les choses dans l'ordre, ou en tout cas pour avoir un inventaire des possibles, parce que cette réunion d'aujourd'hui est extrêmement intéressante parce qu'on a et voilà, moi je cherche un bouquin qui en peu de pages, parce que je suis payant, me permet de faire en réponse à ta question, en réponse à ta question, est-ce qu'il y a un 4.0 pour les nuls? Aujourd'hui, on ne fait plus de notices. On n'a plus de notices pour les smartphones, on n'a plus de notices pour les machines. On est en train de complètement faire évoluer, on en a parlé, la transmission des modes opératoires, la capitalisation des modes opératoires pour pouvoir former les gens qui arrivent de l'extérieur. Donc quelque part, est-ce qu'il y a une notice écrite de quelqu'un qui aurait un point de vue qui serait un embryon de vérité? Je ne suis pas dans cette démarche-là. Moi, je suis on est sur quelque chose qui bouge très très vite, qui est tout nouveau, sur lequel on a des jeunes qui ont une vision, des vieux qui ont une autre vision. On est là pour apprendre et pour faire ensemble. La dimension humaine est essentielle. Et donc, c'est dans la volonté simplement d'accompagner le changement en prenant toutes les briques qu'on a autour avec nos collaborateurs, des séances comme aujourd'hui, les différentes choses, qu'on va trouver les briques qui vont convenir à notre entreprise. Et qui vont se développer à la vitesse de nos gens, à la vitesse de nos marchés, à la vitesse de tout ça. Voilà, donc je suis plus dans une logique de société apprenante, mais apprenante de l'échange, communautariste, que de l'écriture. Voilà ce que je vais vous faire partager. Du coup, Stéphanie, tu peux enchaîner. Merci la question. Tu peux enchaîner sur oui. ce qui est fait actuellement. Tu veux que Vas-y, moi je vais reprendre après. Du coup, en fait, avec les acteurs, les acteurs comme Sébastien, Claudine, les gens qui gravitent autour de vous, on s'est regroupés, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on les aide sur l'industrie du futur, qu'on leur donne alors soit des outils comme aujourd'hui on partage, soit des bouquins, s'il y a des gens qui aiment les bouquins, soit des accompagnements. Et on avance sur un site internet qui existe déjà, hein, on ne réinvente pas la poudre, où dessus on voudrait y plugger un parcours industrie du futur où vous retrouverez des outils, des dispositifs d'accompagnement, des dispositifs de soutien aussi d'aide financière, enfin toute l'information regroupée sur ce site-là. On avance aussi pour faire une cartographie des acteurs dont je vous parlais au début pour que ce soit un peu plus clair pour vous qui fait quoi et qui peut vous aider. Et pour ceux qui aiment bien les accompagnements collectifs, type action collective, un peu comme je parlais de l'audit tout à l'heure avec un plan d'action, vous connaissez peut-être Dynamique, c'est un programme Dynamique Performance, un programme que certains ont suivi, qui aide l'entreprise à mieux maîtriser ses process et sa performance interne. Et bien on y a plugué un diagnostic dans ce programme existant déjà, un diagnostic qui est tourné plus industrie du futur, où il y a un volet vraiment numérique, avec un consultant qui associe la stratégie et le numérique et qui vous fait le panel de tout ce que ça impacte le numérique, qui n'est pas sur qu'un champ, mais global, qui ne vient pas avec une solution toute faite, qui vient échanger avec vous sur globalement ce que le numérique peut impacter, l'impact sur votre stratégie d'entreprise. Ça s'appelle Dynamique Industrie du futur. Le programme, on est en train de le tester sur 2 boîtes et il va être ouvert, j'espère, soit avant l'été, soit plutôt après l'été.
Voilà, donc cette notion de parcours, elle est essentielle. Hein. Donc, les chefs d'entreprise, on a besoin effectivement de donner le sens et de donner du mouvement. Et ça passe effectivement par une vision, une stratégie, hein, pour derrière donc, lancer des actions ou déployer un plan plus large. Il y a des choses qui sont fondamentales, c'est que transformer une entreprise, transformer un process, quand même, ça repose sur, je dirais, quelque chose de mature. Il y a un process qui soit déjà relativement mature pour passer l'étape suivante, pour digitaliser. Digitaliser, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Aujourd'hui, pourquoi on doit digitaliser? Parce que c'est un moyen qui va nous permettre de gagner en compétitivité, ça va être un moyen qui va nous permettre de recruter, de former, de transmettre, et effectivement d'aller vers, d'ouvrir aussi le business model. Donc, il y a plein de finalités autour d'une entreprise. Chaque entreprise est différente aussi. On ne peut pas calquer un modèle d'une entreprise à l'autre, il faut faire très attention. Donc c'est pour cela qu'au niveau de la région, on a travaillé aussi à créer un collectif pour décloisonner. Les mécaniciens n'ont plus forcément la vérité dans leur propre territoire de la mécanique. Il y a des entreprises aujourd'hui qui réussissent des choses extraordinaires en mettant les informaticiens au pied des machines. Faire qu'une machine puisse parler à une autre machine, un mécanicien a du mal. Par contre, on travaille avec les informaticiens. Amener un robot au pied d'une machine, c'est pas si évident que ça. Etc. Utiliser la visio pour contrôler des pièces par rapport à une défotech, c'est pas évident non plus. Donc il faut absolument décloisonner les métiers, tout en gardant les compétences. Donc, compétences, parce que la mécanique reste la mécanique dans son savoir-faire, mais elle va être croisée avec de l'informatique. Par contre, effectivement, il faut avoir les idées relativement claires pour un chef d'entreprise. Il ne faut pas partir tous azimuts, il faut savoir où on met les pieds. Et puis, il faut surtout y aller avec les opérateurs, avec les techniciens, avec les agents de maîtrise, avec les ingénieurs. Si on fait l'impasse là-dessus, la digitalisation ne se fait pas rêver. Hein. Donc c'est quand même, avant tout, on est des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. On a besoin de travailler ensemble, en connexion. On recherche la valeur ajoutée, on recherche sûrement plus de confort aussi, hein, mais plus de plaisir. Les jeunes aujourd'hui, donc c'est le plaisir qui va d'abord les faire venir chez nous. Hein. Donc tout ça, il ne faut pas l'oublier, et après on peut y aller. Et on a donc un accompagnement par la région, par l'État, par tous les acteurs. Et entre nous, entre chefs d'entreprise, il ne faut pas non plus... il faut se parler. Si vous avez un projet, une idée, pour en parler à un autre chef d'entreprise, à qui on peut avoir ce genre de discussion pour partager, pour croiser. Donc ça, c'est hyper important de croiser donc, les avis.